Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Face à l'état d'urgence, la Coalition pour le climat dit « on lâche rien » et s'apprête à désobéir. En Belgique, un juge reconnaît la valeur démocratique de la désobéissance civile. En France, en revanche, la Cour de cassation criminalise la désobéissance civile contre Israël. Il n'y a pas d'argent pour accueillir les migrants, mais à Calais, l'argent ne manque pas pour payer la police à traquer, arrêter, puis disperser dans toute la France les malheureux réfugiés, avant de voir ceux-ci repartir pour Calais. Pendant ce temps, les initiatives fleurissent un peu partout pour accélérer la transition vers une société plus écologique. Nous recevrons Olivier Carle qui nous parlera du concept de micro-stop. Puis on vous emmènera faire un petit tour du monde de l'actualité en 3 étapes pour se souvenir qu'il n'y a décidément pas de guerre propre, se rappeler ce que fut le colonialisme appliqué aux Européens avec le Bloody Sunday en Irlande du Nord et rêver un peu à une gauche vraiment de gauche avec le virage à gauche toute du Portugal. Dès le lendemain des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, et alors que l'état d'urgence était déclaré pour 12 jours sur le pays, les désobéissants s'associaient au chanteur Kadour Haddadi du groupe HK et les Saltimbanques pour inviter les gens à se retrouver place de la République chaque soir, malgré l'état d'urgence, pour ne pas rester seuls chez eux avec leur peur devant TF1 et compagnie. Nous voulions donner une chance au dialogue, à la réflexion collective, en refusant la peur et la confiance aveugle envers les autorités. Profitant du choc des attentats, le gouvernement parvenait quelques jours plus tard à faire voter, à la quasi-unanimité des parlementaires, le prolongement de l'état d'urgence pour 3 mois. Seuls 6 députés, les PS Pouria Amir Chahi, Gérard Sebaoun et Barbara Romagnan, et les écologistes Isabelle Attard, Sergio Coronado et Noël Mamère, sauvaient l'honneur en refusant la duperie. Pourquoi 3 mois ? En quoi la situation sera-t-elle meilleure dans 3 mois ? François Hollande répond indirectement à cette question en demandant une réforme de la Constitution qui rendrait plus facile le recours à un état d'urgence allégé mais plus long. Bref, à un équivalent du Patriot Act, toujours en vigueur à ce jour aux États-Unis. Un état d'urgence permanent, le rêve de tout gouvernement à l'heure de l'impopularité et du risque de la contestation. Pourquoi l'état d'urgence d'ailleurs ? Les outils pour combattre le terrorisme, y compris en termes de dérogation au droit commun, existent déjà. Et l'état d'urgence ne fut pas décrété lors des précédentes vagues d'attentats dans les années 80 pour les dizaines d'attentats iraniens, libanais et palestiniens, et pas davantage dans les années 90 lorsque le GIA et les services secrets algériens frappaient en France. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les désobéissants appelèrent les premiers à désobéir à l'état d'urgence, en affirmant leur intention de marcher comme prévu, avant les attentats, le 29 novembre pour le climat. Depuis, les organisations impliquées dans la contestation de la COP21 ont proposé de multiples façons de contourner l'interdiction de la marche ce jour-là au même endroit. Ils avaient justement désobéi, mais c'était en Belgique, et pour la lutte contre l'arme nucléaire. Les 7 courageux militants de l'organisation pacifiste Agir pour la paix, qui étaient entrés illégalement dans le quartier général de l'OTAN en 2012, ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Mons le 23 novembre dernier. Le juge a reconnu leur bonne foi dans leur intention de recourir à la désobéissance civile en vue d'alimenter le débat sur la question des armes nucléaires américaines présentes sur le sol belge. Et pour avertir aussi le grand public des risques que ces bombes représentent pour lui. La Cour a même été jusqu'à reconnaître la pertinence de la désobéissance civile comme garantie du système démocratique. Il est risqué, rappelons-le, 5 ans de prison. Le contraste est brutal avec la France, dont la Cour de cassation vient de confirmer la condamnation par la Cour d'appel de Colmar de 14 militants de la campagne « Boycott, désinvestissement, sanctions pour les droits de l'homme en Palestine occupée ». Pour la haute juridiction française, l'appel au boycott est en effet constitutif du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Fin de citation. La campagne BDS, lancée par des militants pro-palestiniens en 2005 à travers le monde, a fait l'objet depuis 2010 de poursuites systématiques en France. Une circulaire au procureur datant de février 2010
Michel Alliot-Marie était alors ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, visait spécifiquement les appels au boycott de produits israéliens. Les tribunaux et cours d'appel avaient hésité, condamnant ici, relaxant là, au nom de la liberté d'expression. Désormais, l'interprétation de la Cour de cassation s'impose à tous. Seule la Cour européenne des droits de l'homme peut annuler cette grave atteinte à la liberté d'expression, mais elle ne devrait pas trancher avant 2 ou 3 ans. En attendant, les militants du boycott ne semblent guère intimidés. Ils s'étaient ainsi donné rendez-vous ce samedi 7 novembre avec l'association Euro-Palestine pour interpeller la garde des Sceaux, Christiane Taubira, en visite à Montreuil. Aujourd'hui, nous sommes là parce que Mme Taubira, ministre de la Justice, conserve la circulaire Alliot-Marie qui demande à tous les parquets de France de condamner les femmes et les hommes qui appellent au boycott des produits israéliens. Israël, assassin, Taubira, complice. La France devient le seul pays au monde à interdire le boycott des produits israéliens alors que le boycott de tous les autres pays est autorisé. La France est censée être le pays de la liberté d'expression. Le gouvernement a fait descendre des millions de personnes dans la rue au nom de la liberté d'expression, visiblement à géométrie variable, puisque lorsqu'il s'agit d'Israël, on ne peut pas ouvrir sa bouche sans qu'il y ait le chantage à l'antisémitisme et désormais des condamnations en justice à la demande de 7 ministres qui étaient dans le temps, paraît-il, une anticolonialiste et qui aujourd'hui protègent les colons et leur armée d'occupation. Israël, assassin, Taubira, complice. Compte tenu de son passé, de son anticolonialisme, et on ne peut pas, quand on est de gauche comme elle, criminaliser les gens qui appellent au boycott, qui est une opération tout à fait pacifique, pour mettre fin à la colonisation. Donc ce que j'ai dit à Christiane Taubira, je vous en prie, au plus vite, abolissez cette circulaire. Elle m'a dit que effectivement, c'était abominable. Je ne me souviens plus des termes exacts, mais en gros, ça voulait dire ça, que c'était abominable ce qui se passait en Palestine. Et donc, elle a dit qu'elle allait regarder ça. Et voilà, et on s'est quitté en, évidemment, tout sourire et en très bons termes. Je répète, je n'ai rien contre Christiane Taubira. Je sais bien que les instructions viennent d'en haut, viennent de François Hollande et Manuel Valls, et que c'est dur pour un ministre d'aller contre le président et le Premier ministre, mais il faut qu'il y a un moment, il faut savoir quelles sont ses valeurs. Hein. Mandela, Mandela, il appelait au boycott, et Gandhi lui aussi, Taubira l'aurait puni. Tout ce qu'on peut dire et que nous sommes en train de dire aujourd'hui à Mme Taubira, c'est que elle aurait fait condamner aussi bien Mandela que Gandhi à l'époque avec les mesures qu'elle est en train de prendre. Boycott Israël, boycott Israël, boycott Israël, boycott. La plupart des personnes contrôlées cette fois avaient en leur possession un papier attestant de leur passage par l'un des centres de rétention administrative du sud de la France, où ils furent emmenés après leur arrestation à Calais. Depuis plusieurs semaines, en effet, afin de vider la jungle et dissuader les migrants de tenter de passer en Grande-Bretagne, la police arrête et déporte les migrants de Calais vers le reste de la France. Une politique absurde, car l'État paye la mobilisation des forces de police, puis la déportation, parfois en avion, avant que la SNCF ne fournisse un billet de train pour rentrer à Paris, étape obligée vers la jungle. Devant le centre de rétention administratif de Marseille, nous rencontrons un groupe d'hommes un peu perdus dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Ils sont soudanais, érythréens, afghans ou syriens. Tous ont été arrêtés par la police à Calais, à 1000 km de là. When we were trying to cross the border, the British police caught us and they bring us to the French police and they deport us to Marseille. We spent 5 days here. Now we are released. Just now. And what are you going to do now? I'll be back to Calais. Try again.
Les associations d'aide aux migrants dénoncent des arrestations massives à Calais depuis la fin du mois d'octobre. Chaque semaine, des centaines de migrants sont ainsi déplacés par avion dans des centres de rétention sur tout le territoire français. La majorité de ces personnes sont systématiquement libérées au bout d'un délai de 5 jours, comme le veut la loi, avant de reprendre le chemin de Calais, retour au point de départ. En plus d'être inutile, cette politique est inadaptée, disent les associations qui accompagnent les migrants. Ils sont placés dans un centre de rétention en vue d'un éloignement. Dans des pays qui sont censés être en guerre, qui sont pas du tout propices à des civils, quoi. Voilà, il y a une violence généralisée dans ces pays-là. On ne peut pas les renvoyer là-bas et ces personnes-là ne devraient pas être dans un centre de rétention. C'est pas leur place. On ne doit pas mettre la pression à ces personnes-là pour leur faire craindre un retour vers leur pays d'origine, alors que c'est potentiellement des demandeurs d'asile. Ils sont tous ils justifient de crainte en cas de retour dans leur pays d'origine. Sur les 32 migrants de Calais, enfermés au CRA de Marseille cette semaine-là, 6 seulement ont comparu devant un juge des libertés et tous ont été libérés grâce à des procédures policières bâclées. Tentative désespérée de vider la jungle de Calais ou intimidation des candidats au passage vers l'Angleterre. L'État français n'a pour l'instant pas commenté cette stratégie de déplacement massif de migrants. Et maintenant, une idée toute simple pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le microstop. Ce lundi matin, aux alentours de 10h04, Monsieur M ressent une profonde fierté après avoir acheté une plante verte de la famille des Dracénacées, dont il est fort amateur. Mais sa joie est de courte durée lorsqu'il comprend que le poids de la dite plante de 1,8 kg rendra son trajet très délicat. Il doit en effet parcourir 7 km 4, soit l'équivalent de 15 700 pas et de près d'1h30 de marche, sans pause. Bref, Monsieur M a besoin d'une solution. Au même moment, à quelques rues de là, Madame S, heureuse propriétaire d'une petite citadine bleue, se rend à son cours de yoga, comme tous les lundis. Grâce à Microstop, Monsieur M sait que Madame S passe près de lui et qu'elle se rend dans la bonne direction. En quelques clics, il signale sa présence et Madame S accepte son invitation. Moins de 4 minutes après, le voilà à bord du véhicule. Et non sans surprise, il découvre que Madame S est elle-même très amateur des plantes vertes de la famille des Dracénacées. Et sans le savoir, alors qu'ils font simplement connaissance, Monsieur M et Madame S contribuent au bien-être de la planète. En 17 minutes, Monsieur M est de retour chez lui. Vous aussi, participez à l'aventure Microstop. Ensemble, partageons nos petits trajets. Bien, j'accueille sur notre plateau Olivier Carle. Olivier Carle, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'un concept original qui est le microstop. Alors, qu'est-ce que c'est que le microstop ? Le microstop, c'est l'idée de pouvoir remplir un peu plus les voitures qui se déplacent au quotidien avec des sièges vides. Aujourd'hui, avec 1,05 personnes par voiture en région parisienne sur les trajets quotidiens domicile-travail, ça veut dire que sur 20 voitures, il y a 19 personnes qui sont tout seules dans leur voiture. 19 personnes qui potentiellement représentent 60 places de disponibles pour pouvoir emmener d'autres gens. Mais ce ne serait pas mieux de directement supprimer ces déplacements et de les remplacer par des transports en commun ? In fine, alors, dans Paris Intramuros, il n'y a pas de sens à la voiture. L'offre de transport en commun est merveilleuse, elle est partout. Alors, il y en a, parfois c'est un peu serré et tout, mais c'est pas en mettant dans la voiture en surface qu'on va résoudre ce problème. C'est en changeant effectivement la manière de se déplacer. Mais en banlieue, en grande banlieue, en zone rurale, en province, entre un autobus qui circule, qui consomme 40 litres au 100 et qui transporte 5 personnes, en moyenne, même si au terminus, en s'approchant du terminus, il est bourré à craquer, quand il vient de la campagne de la Pampa ou quand il va au retour, la moyenne elle est très faible. Et une voiture avec 3 personnes à bord qui roule doucement, l'un dans l'autre, doucement à la vitesse d'un autobus, la voiture est plus efficace. D'accord, alors le principe, c'est un petit peu comme l'entreprise Uber, sauf que vous n'êtes pas dans une logique lucrative de la même espèce. C'est une application qu'on télécharge sur son smartphone. On peut déjà le faire ? Alors oui, l'application elle est disponible sur Android, sur le Play Store, depuis un mois à peu près. Elle est gratuite ? Elle est gratuite. Et alors, qu'est-ce qu'elle permet, cette application ? Alors, quand on est piéton, la première image qui apparaît, c'est un cercle autour de nous. Donc j'ai un cercle de 500 mètres de diamètre, toutes les voitures qui vont passer à l'intérieur de ce cercle et qui sont connectées,
je vais voir leur parcours, je vais voir où elles vont. Sur une carte, donc. Sur une carte. Et sur la carte, instantanément, comme ça, je vois si la destination qui m'intéresse, si elle est présente ou pas. Mais comment est-ce que l'on voit on voit que des voitures ouvertes au stop ou au micro-stop circulent dans le coin, mais on ne sait pas quelle est leur destination. Alors, sur la carte, toutes les voitures qui vont passer à l'intérieur, à proximité de moi, à ces voitures-là, je vois leur destination. D'accord, parce que ces voitures fonctionnent avec un GPS, en fait. Ces voitures, elles sont un GPS, elles ont téléchargé la même appli, elles se sont mises en mode conducteur, et avant de partir ou au moment de partir, elles ont rentré leur trajet. Et donc comme ça, la base de données, elle, sait qu'il y a une voiture qui est en train de se balader entre le point A et le point B. Et si ce parcours passe à l'intérieur à proximité d'un piéton, ce piéton, lui, verra le parcours depuis là où il se trouve jusqu'au point B. Ça veut dire que, puisqu'il s'agit de déplacements courts, locaux, a priori, si je suis le conducteur et que je suis intéressé à prendre des micro-stoppeurs, je branche mon GPS quand bien même je connais par cœur le chemin, puisque c'est le chemin que j'emprunte quotidiennement, en gros. Je mets le GPS et le GPS m'indique quand je passe à proximité d'un micro-stoppeur, de quelqu'un qui serait intéressé par la place vide à côté de moi. C'est bien ça? Oui, absolument. Alors, le piéton constate qu'il y a un conducteur qui va là où il est intéressé d'aller, il l'invite. Le conducteur, lui, il est en train de conduire, donc il a une interaction extrêmement minime. C'est-à-dire que sur son GPS, il voit effectivement Antoine, 1000 mètres devant vous. Oui, non. Je le prends, je le prends pas. Ouais. Il a son nombre d'étoiles, il a sa note aussi. Il voit qu'Antoine est sympa. Et il est bien noté par la communauté. D'accord. Et donc, alors, je prends Antoine, je fais un petit bout de chemin avec lui. Est-ce qu'il y a un échange économique? Alors, il n'y a pas d'échange économique. Il y a Olivier qui a rendu service à Antoine, à hauteur de tout ça, de kilomètres parcourus. Et la communauté sera redevable à Olivier de lui offrir ce même service un autre jour. Et Antoine, avec sa voiture, Antoine pourra rendre service aussi encore à quelqu'un d'autre. Mais ce système de don contre don, il fonctionne comment? Parce que si je suis nouveau sur cette plateforme Microstop et que par conséquent je n'ai encore rendu service à personne, ça veut dire que je ne peux pas bénéficier d'un service? Alors en fait... Ou est-ce qu'on part avec un crédit? On part avec un crédit et puis aussi on peut ne pas avoir de voiture et si j'ai pas de voiture je ne peux pas rendre l'appareil. Donc je peux aussi verser des sous à Microstop. Donc sur un barème qui reste encore à établir, on va le caler progressivement de manière à ce que ce soit celui qui génère le plus de volume de voyageurs kilomètres, le plus de report modal des autosolistes vers la voiture individuelle. Mais ça celui-ci on ne le connaît pas, mais aujourd'hui on peut envisager qu'il soit aux alentours de 10 centimes d'euros. Celui qui ne peut pas rendre l'appareil verse de l'argent à hauteur des kilomètres qu'il a parcourus et Microstop traduit cet argent en carte essence qu'elle va offrir à ceux qui rendent service quotidiennement mais qui n'ont pas l'occasion de lâcher leur volant. D'accord, donc vous encouragez celui qui a déjà une voiture et ne peut pas s'en passer à diminuer son impact carbone en remplissant mieux sa voiture par justement l'attribution de bons d'essence, enfin de réduction, bref, il est gagnant. En plus, c'est sympathique évidemment puisqu'on accueille des gens et on découvre, j'imagine, tous les aspects les plus positifs du stop pour ceux qui en ont fait déjà. Et par contre, pour le piéton, il est pas... vous l'amenez quand même à payer quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, vous avez parlé de 10 centimes du kilomètre, c'est ça? Oui, ça représente à peu près le prix de l'essence. Et est-ce que c'est plus avantageux que les transports en commun? Alors, évidemment, dans les endroits où il n'y a pas le choix, ce sera forcément plus avantageux que rien. Mais quand même, il existe beaucoup d'offres de transports en commun un peu partout. Et vous ne voulez pas, bien sûr, inciter les piétons à acheter une voiture pour être à leur tour offreurs de services et avoir ce luxe et ce confort malheureusement insoutenable pour notre planète, qui consiste à avoir son propre véhicule. Alors, est-ce que le fait de devoir payer quand je suis piéton va pas un petit peu nuire à la dynamique? À un moment, parce que on a conçu Microstop vraiment dans l'idée du facteur 4. Là, il y a la COP21 qui débarque. L'objectif, c'est pour la France de diviser par 4
ces émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, quelque part, un petit peu divisé par 4, par exemple pour les transports et pour la voiture individuelle, divisé par 4 sa consommation. Donc si on mettait la vitesse limite à 110 sur l'autoroute, si on avançait un peu plus loin dans des voitures sobres, si on calmait un petit peu tout le monde, les voitures pourraient assez facilement, si on introduit des hybrides, si on introduit un petit peu d'électrique. Dans tout ce patchwork, on peut bien diviser par 2 la consommation moyenne des voitures. On ne va pas la diviser par 4. Donc ensuite, le deuxième levier, c'est on met 2 fois plus de monde dans les voitures. Et finalement, mécaniquement, parce que la mobilité des personnes, la mobilité des Français depuis à peu près l'an 2000 stagne. Les Chinois sont à 3000 km par an, on est à 13 14 000 km par an. Mais nous, on plafonne, on n'en veut pas plus. Donc si on met 2 fois plus de monde dans les voitures, parce que la voiture, ça assure quasiment 90% de tous ces déplacements, mécaniquement, on va avoir 2 fois moins de circulation automobile. Donc le facteur 4, c'est des voitures qui consomment 2 fois moins, des voitures où il y a 2 fois plus de monde. Donc quand on arrive dans des grands volumes, systématiquement, il y a quelqu'un qui paye et puis quelqu'un qui ne paye pas. Ça ne serait pas forcément très équilibré pour aller au-delà de la petite niche du stop traditionnel qu'on connaît, où effectivement, on rend service et ça nous fait plaisir. J'ajoute que d'un côté, on remplit mieux les voitures et de l'autre, on désincite à l'achat d'une voiture, bien sûr, puisque le microstop devient facile et du coup, on peut imaginer, enfin c'est un peu ce qui se développe au travers du covoiturage, mais vous le systématisez et vous le rendez bien plus facile avec cette application de microstop. L'idée, elle vous est venue vraiment par engagement écologique ? Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, moi, depuis une dizaine d'années, je fais du conseil en stratégie énergie-climat. Grosso modo, des bilans carbone. En 2004, j'ai commencé sur de l'analyse des territoires. Et puis, on a vite vu que... Enfin, si on veut pas faire de gaz à effet de serre pour se nourrir, il y a des solutions très simples. On mange moins de viande, on mange pas de ruminants. Et on supprime les mangues en avion, puis des trucs comme ça. Si on ne veut pas faire de gaz à effet de serre pour se loger, on s'inscrit chez Enercop, et puis on coupe la vanne du gaz ou du fioul, puis ensuite on met un pull, un deuxième pull, on isole la maison, progressivement on rétablit le confort, et puis ça se passe très bien. Mais pour se déplacer, les solutions qui sont proposées, on peut pas tout faire en TGV, on peut pas tout faire à pied, on peut pas tout faire en vélo. Donc si on veut éviter, parce que c'est aussi un risque économique pour le territoire, s'il n'y a plus de pétrole, tel que organisé le réseau routier aujourd'hui, tel que organisé les points de rencontre de prise en charge entre microstoppeurs, entre covoitureurs, qui en fait n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la cohue... C'est la cohue porte-maillot quand il y a les blablacaristes qui viennent et puis qui sont tous là, mais les pouvoirs publics ne se sont pas investis d'organiser un petit peu, d'accompagner tout ça. Il faudra le faire. Si on ne le fait pas, si des solutions comme Microstop n'existent pas, s'il n'y a plus de carburant, on nécrose totalement le dynamisme économique, le dynamisme social du territoire. Et ça, c'est un vrai risque. Alors que s'il n'y a plus de gaz dans le chauffage, on a très froid et puis... c'est très désagréable, on est de très mauvaise humeur, mais ça casse pas ni la dynamique sociale, ni la dynamique économique du pays. Et si on peut plus manger de bœuf, c'est un changement de régime alimentaire, mais ça s'arrête là. Alors que si on peut plus se déplacer, alors que toute notre société, à la fois sur les animations, sur les week-ends, sur les loisirs, sur le lien social, sur l'économie, le déplacement est crucial. Donc, si brutalement ça s'arrête parce que simplement il y a une vanne de gaz, une vanne de fuel, de pétrole qui a été coupée quelque part au Moyen-Orient, chez Poutine ou ailleurs, ça peut être très brutal. Il faut faire émerger des solutions où effectivement ça devient simple. Ça devient simple de pouvoir faire pareil avec 3-4 fois moins de pétrole, c'est-à-dire mettre plus de monde dans les voitures et puis avoir des voitures qui circulent et qui sont plus sobres. Et on l'a vu malheureusement avec les attentats à Paris, le pétrole a un coût de sang que jusque-là, les populations du Moyen-Orient étaient peut-être les seules à payer, notamment à cause de nos bombes et du soutien qu'on pouvait apporter à tel ou tel régime. Mais désormais, le prix du sang est aussi payé par des populations en Europe. Olivier Carle, merci. On retrouve votre initiative sur ce lien. Et puis, on va passer une petite vidéo aussi pour montrer de manière un peu amusante comment fonctionne votre application et votre initiative. Merci. À bientôt sur Microstop. Et maintenant, nous vous emmenons pour un petit tour du monde de l'actualité en Afghanistan, en Irlande et au Portugal.
Ceci est l'hôpital de Médecins sans frontières de Kunduz en Afghanistan, avant et après son bombardement par l'armée des États-Unis. L'organisation internationale a publié le 5 novembre dernier un rapport sur l'attaque menée par l'aviation américaine et qui a fait 30 morts, dont 13 médecins. MSF affirme que les frappes aériennes ont continué pendant 30 minutes alors que l'alerte avait été donnée et que les forces afghanes et américaines savaient que l'hôpital était bombardé. L'organisation assure qu'aucun combattant armé n'était présent dans l'hôpital au moment de l'attaque. Bavure ou crime de guerre. Pour Médecins sans frontières, le raid aérien a été mené dans le but de tuer et de détruire. La commission d'enquête internationale humanitaire a été saisie pour qu'une enquête indépendante puisse avoir lieu. Cet hôpital était la principale structure de santé de cette région du nord de l'Afghanistan. La destruction partielle de l'hôpital prive des milliers de civils de soins médicaux. Plus de 40 ans après les faits, un ancien soldat britannique a été arrêté en Irlande du Nord. Il est soupçonné du meurtre de 3 militants pour les droits civils des catholiques lors du Bloody Sunday. Il est le premier à être interpellé dans le cadre de l'enquête criminelle ouverte par la police d'Irlande du Nord. Le dimanche 30 janvier 1972, à Londonderry, l'Association pour les droits civiques des catholiques organise une manifestation pacifique. Plutôt que de laisser les marcheurs se diriger vers le centre-ville, l'armée britannique leur bloque le passage et des parachutistes ouvrent le feu. 14 militants sont tués. Ce dimanche sanglant a alerté l'opinion internationale sur l'urgence de la situation en Irlande du Nord. Un premier rapport publié en 2010 avait déjà établi que les 14 victimes n'étaient pas armées, contrairement à ce qu'avait d'abord affirmé l'armée. Les violences entre les républicains et nationalistes, partisans d'un rapprochement avec l'Irlande, et les unionistes, défenseurs de la souveraineté de la couronne britannique, ont fait plus de 3500 victimes de la fin des années 1960 aux accords de paix, signés en 1998. Bloco de esquerda. Plus discret dans les médias que Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne, le bloc de gauche, le parti anti-austérité du Portugal, a remporté une victoire le 10 novembre dernier. Allié aux socialistes et aux communistes, il a profité de son bon score aux dernières élections pour faire tomber le gouvernement de droite. Les libéraux, au pouvoir depuis 4 ans, menaient une politique d'austérité à la demande de l'Union européenne et du FMI. Au programme de cette coalition de gauche, entre autres, la fin du gel des pensions de retraite, le passage du salaire minimum de 500 à 600 euros mensuels et la suspension de la privatisation des transports à Lisbonne et Porto. C'est la première fois en 40 ans que la gauche est unie au Portugal. Revers de la médaille, en négociant avec les socialistes, le bloc de gauche a dû abandonner son projet de renégociation de la dette et des traités européens. Pour finir, alors qu'on nous refait le coup de la guerre propre et juste, il nous paraît bon de vous inviter à lire « Désobéir à la guerre », un petit guide pratique de résistance au militarisme, aux ventes d'armes et à la guerre. Et puisqu'on vous parle de guerre, on voulait vous faire découvrir, ou redécouvrir, une version pacifiste de notre Marseillaise, écrite et interprétée par un grand monsieur du pacifisme, comme de la chanson, Graham Allwright. 1, 2, 3, pour tous les enfants de la terre, chantant amour et liberté, contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix, rassemblant nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur, que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage, la flamme qui nous éclaire